Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. And the contact, Miller and Mir, side to side, they bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle, un nouvel épisode hors série dans lequel on a la chance de recevoir une invitée et pas des moindres puisque c'est la championne de France Émilie Bondy. Comment tu vas Émilie ? Bonjour Ophélie, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ce qui est triste pour eux ? Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Bondy, j'ai 22 ans et c'est normal que vous ne me connaissiez pas parce que j'ai commencé la moto il y a 1 an seulement. Il y a 1 an, je me suis lancée dans cette aventure où je me suis dit, je fais de la compétition en moto. Parce qu'avant ça, je ne savais pas que les femmes pouvaient faire de la compétition en moto, vu que je voyais que des hommes à la télé, Fabio, Marquez, on les connaît tous, mais aucune femme. Et pourtant, on a bel et bien notre place. On avait même un championnat dédié, qui est le championnat de France féminin. Et je me suis lancée en février dernier et je me suis inscrite. Et j'étais assez surprise de moi-même, finalement. On dirait que j'ai eu quelques petites aptitudes, puisque dès la première course, j'étais 3e, sans forcément m'entraîner, ni rien, juste en ayant acquis une R6. Et à la fin de la saison, j'ai fini championne de France en 600 et au scratch, donc au championnat de France féminin, et j'en suis super contente. Comment ça t'est venu cette envie de faire de la moto ? Il me semble que ça vient de ta maman un peu, que c'est un truc de famille. Comment ça t'est venu ? Depuis quand ? C'est quoi ton parcours avec la moto et juste ton histoire un peu ? Alors il y a 2 choses, je pense qu'effectivement la moto c'est un peu dans les veines, puisque mes 2 parents sont motards. Mais attention, je fais bien la différence entre motard, la route de tous les jours, et la compétition, la piste, le cross, tout ça qui est un sport. Moi, mes parents étaient motards, avaient leur permis. Et donc, effectivement, quand j'étais petite, très très jeune, ma mère me mettait déjà devant elle sur sa moto parce que j'étais tellement petite que j'arrivais pas à faire le tour avec mes bras de son corps en m'asseyant derrière elle. Donc, elle me mettait devant sur le réservoir et je me tenais au guidon. Et puis après, je suis aussi montée derrière mon père, etc. Donc, ça a toujours été des petites. Et puis, je suis partie vivre en Chine, en fait, pendant 5 ans. Et je suis revenue seulement à mes 18 ans. Et à 18 ans, pour moi, c'était tout naturel de passer le permis moto et le permis voiture. Les deux allaient de soi. Et j'ai commencé la compétition par la suite, parce qu'il s'avère que j'ai passé mon permis moto chez Easy Monneray, à Meudon, pas très loin de là où nous sommes, avec Philippe Monneray, qui est donc un ancien champion du monde d'endurance et de recordman. Et effectivement, c'est Philippe qui m'a vu et qui m'a dit toi, tu vas venir avec nous sur la piste, tu vas venir à Montlhéry. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mes premières roues, je les ai mises avec ma MT-03, qui était la nouvelle moto que je m'étais achetée juste après mon permis moto. Et je suis allée à Montlhéry, à la demande de Philippe, que j'avais plutôt fait par respect et plus que par envie finalement d'aller sur Montlhéry. Et j'ai finalement adoré. Je me suis tout de suite pris au jeu et j'ai continué la piste. C'était à hauteur de 2 fois, peut-être 3 par an, en allant à Paul Ricard aussi, parce que Easy Monneray se trouve aussi à Paul Ricard. Mais voilà, ça a commencé comme ça et c'est vrai que petite, je faisais déjà beaucoup de sport, toujours en compétition et à haut niveau, parce que je faisais déjà du national dans plusieurs sports. Et je n'en faisais plus depuis que j'étais revenue de Chine. Et donc, j'ai découvert que les femmes pouvaient faire de la moto et que c'était un sport et qu'elles pouvaient y accéder. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Ça a été le coup de cœur grâce à Philippe Monneray au final. Ouais, totalement. J'aurais jamais pensé et différencié vraiment la moto, le transport, et la moto, le sport. Pourtant, dans le mot transport, il y a le mot sport. Hein. Et surtout que il me semble ce que tu racontais, c'est qu'en Chine, ça coûte très cher de faire de la moto. Donc pendant 5 ans, il n'y avait pas de moto dans ta vie et dans celle de tes parents, si j'ai bien compris. Mais à côté de ça, il y avait le scooter. Et il y a une anecdote que j'ai lue, que tu as donnée dans une interview qui m'a fait beaucoup rire, c'est le fait que tu faisais de la trottinette en Chine. Ouais, c'est ça. En fait, en Chine, effectivement, il faut un permis, quoi qu'il arrive, et un permis pas international, un permis chinois. Et je parlais bien chinois, hein, mais le lire, c'était encore autre chose. Et puis, de toute manière, je n'avais toujours pas 18 ans non plus, vu que je suis revenue à seulement 18 ans. Et effectivement, en Chine, les motos, ça coûte super cher. En fait, là-bas, en Chine, on paye sa monture, donc que ce soit une voiture ou une moto, et on paye aussi sa plaque d'immatriculation. Okay. Et les plaques d'immatriculation des motos sont excessivement chères par rapport aux voitures. C'est, je ne saurais pas dire, mais pour vous donner une idée, quasi double, triple ou quadruple d'une plaque de voiture, quoi.
Donc effectivement, là-bas, c'est sans permis la trottinette et le scooter. Donc c'est un peu comme ce qu'on voit à la télé. Pour le coup, il y en a un peu de partout. Et c'est vrai que j'étais aussi adepte pour me déplacer d'être en scooter, en trottinette. Et je me baladais sur ces engins électriques. Ouais, donc tu es quand même resté dans le 2 roues au final. Et c'était pas ultra frustrant du coup pour toi de pas pouvoir faire de la moto avec tes parents, vu que c'était un truc dont tu avais l'habitude en France au final. Bah en fait, pour être totalement honnête, je pense que j'y pensais pas. J'y pensais pas parce que j'avais pas encore découvert ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, maintenant, si je repars en Chine et que je reste 6 mois sans faire de la moto, je vais faire la tronche. Mais à l'époque, je l'avais pas encore découvert. Donc finalement, non, c'était le début, on va dire. Et ça a eu un impact au final sur la suite de ta carrière sans le savoir, puisque le fait d'être à l'étranger, ça te permet aussi d'apprendre d'autres langues. C'est un avantage. On sait que dans la compétition, il y a besoin de parler très bien anglais. Est-ce que tu penses que c'est un atout pour toi maintenant, du coup ? Je pense que toutes les expériences dans une vie sont importantes et apprennent à chacun d'entre nous. La Chine, pour moi, c'était hyper intéressant. Ça me manque et en même temps, je suis contente d'être rentrée. Et oui, ça m'a appris énormément. Rien qu'en termes d'ouverture d'esprit, je pense qu'on grandit plus vite quand on est loin de chez soi et qu'on est tout seul et qu'on doit évoluer face à une ville de 30 millions d'habitants. Alors qu'en France, c'est juste la moitié de la population française, mais là-bas, c'est une ville. Et qu'on doit se débrouiller seul, qu'on ne connaît pas la langue, etc. Donc, on prend une grosse dose de maturité, surtout quand on a 13 ans, et qu'on perd ses amis, sa famille, etc. C'est une expérience de fou. Hein. Je la recommande à toutes les personnes qui peuvent le faire. Tu faisais quoi exactement en Chine ? Du coup, t'es partie avec tes parents ou c'était... C'est ça, voilà. Mes parents étaient expatriés. En fait, mon père travaillait déjà pas mal là-bas et on commençait à plus trop le voir. Et donc, il nous a dit, venez. Et donc, c'est commencé comme ça. On est venu avec ma maman. J'ai un grand frère aussi, mais qui était déjà en première année ou deuxième année de médecine à l'époque. Donc, bien que la médecine chinoise soit aussi intéressante, la médecine française reste la mieux mondialement, en tout cas, connue. Et donc, rester. Et on est partis tous les 3. Et donc, oui, ça m'a appris à parler anglais. Très bien. Je parlais quand même bien anglais. J'ai une famille quand même assez... globalement, tout le monde est bilingue dans ma famille. Et c'est vrai que j'ai appris à parler chinois. Alors maintenant, si on me demande de parler chinois, ça va être plus compliqué. Parce que du coup, à l'inverse, ça fait 5 ans que je suis rentrée. Et dès qu'on n'est plus dans le mood, etc., on perd vite la langue. Il n'empêche que quand j'étais là-bas, je le parlais couramment tous les jours. Lisais, écrivais un peu moins bien, mais un peu quand même. Donc oui, ça sert. Et au-delà des langues et de l'ouverture d'esprit, on parlait tout à l'heure de la trottinette et du 2 roues. Je pense que ça m'a aussi servi dans ma jeune carrière parce que aujourd'hui, quand je suis montée sur la moto, quand je suis rentrée, ça a été facile. Philippe et les autres moniteurs d'Easy Monterey, au début, se moquaient de moi parce qu'ils me disaient « Mais non, mais tu vas jamais y arriver. Pourquoi tu prends le cours numéro 1 en premier ? D'abord, il faut faire un prestage. » Je leur avais dit « Mais non, vous inquiétez pas et tout. » Et ils m'avaient dit « Non, c'est pas bien. » Et puis finalement, je suis montée sur la moto. Ils m'ont dit « Ah si, en fait, t'avais raison. » Donc, comme quoi, j'ai pas eu besoin. J'ai un peu sauté des étapes et voilà, j'ai fait le nombre d'heures minimal et après, c'était passé, quoi. C'était réglé, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est ça, il y a 5 ans, tu rentres en France, du coup, et tu passes ton permis moto. Tu disais que tu t'es forcé à passer le permis voiture avant de passer le permis moto, parce que sinon, tu n'aurais jamais passé le permis moto. Est-ce que maintenant, une fois que c'est fait, tu te dis que c'était la bonne façon de faire ? Ouais, j'aurais jamais passé le permis voiture si j'avais commencé par la moto, en fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'avais envie, c'était d'avoir ma moto pour aller en cours et c'était ça qui me faisait kiffer, en fait. Ça me rendait fière. Je me sentais faire partie d'une famille, que ce soit ma famille ou même la famille motarde, en fait, tout simplement. Enfin, c'était ça qui me faisait plaisir. Et ouais, effectivement, le voiture, ça me barbait un peu. Mais bon, c'est quand même bien utile quand même. Surtout aujourd'hui, maintenant que je déplace toutes mes motos derrière moi en voiture, dans ma remorque. Alors, si ça, c'est à refaire, je refais pareil. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu as le moto, tu n'as plus du tout envie d'aller t'embêter à passer le permis voiture. Tu te dis, oh non, j'en ai pas besoin. Surtout à Paris. Ouais, surtout à Paris. Je me suis dit, oh, mais je vais pas rouler en voiture, etc. Alors qu'en fait, t'es quand même bien content quand tu vas jusqu'en Espagne avec la carriole derrière et les motos dedans. S'il faut prendre à chaque fois un pompin qui m'emmène, on n'est pas rendu, surtout vu comment je bouge. Non, c'est à refaire. Franchement, je vous conseille de faire pareil. Et tu vois, moi, c'est l'inverse. J'ai un truc de passer mon permis moto à Paris, je suis pas sereine. Tu vois, l'idée de conduire à Paris avec le périph' et tout, je me dis, c'est tellement dangereux. Et pas les motards, tu vois, mais les gens en voiture, que j'ai eu la réflexion inverse. Tu vois. Ouais, c'est quelque chose. Hein. La conduite parisienne, après en slalom, je suis bonne du coup maintenant. Hein, mais ouais, c'est quelque chose. Et
je peux te comprendre. Après, c'est vrai qu'en moto-école, on est quand même bien encadré. Je les ai croisés, justement, on parlait d'Easy Monnery, je les ai croisés en arrivant tout à l'heure. Ils étaient bien en randonnion avec la voiture balai derrière, donc ça va, c'est quand même sécurisé. Ce qui est moins sécurisé, c'est quand tu pars tout seul et que, allez, vas-y, roule. Ça, c'est autre chose. Une fois que le plaisir prend le dessus, forcément. Avant d'intégrer le championnat de vitesse, le sport, c'est quand même un truc qui était un peu moteur de ta vie, puisque tu es championne de France de horseball. Tu as participé au championnat d'Asie de football, tu as fait de la natation, du basket, du slalom, et tu fais également du cross. Est-ce que tu as pu garder un peu tout ce rapport au sport que tu avais, ou tu as complètement tout laissé tomber, laissé tomber entre guillemets, pour la moto maintenant, et qu'est-ce que ça t'a apporté au final dans ta pratique actuelle? Alors, tout m'a apporté et m'a mené jusqu'où je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai tout laissé? Il y a des choses que j'ai été obligée de laisser de côté déjà quand je suis partie en Chine. Par exemple, le horseball, on en parlait, c'est un peu comme du rugby à cheval. J'étais dans une équipe et on a été champion de France plusieurs fois. Et donc, c'est vrai que les chevaux à Shanghai, c'est pas trop ça, quoi. Pareil, j'étais à l'ESF des Arcs, j'étais au ski club. Je faisais pareil les championnats de France en géant. Et à Meudon, je veux bien, mais il y a des descentes, mais c'est quand même pas la montagne. Et puis pareil à Shanghai, donc bon. Donc ça, j'ai quand même laissé de côté. Et c'est vrai que tout ce qui était basket, un peu sport co, basket, même natation ou football, qui sont des sports que j'ai pratiqués du coup à Shanghai, c'était au sein du lycée français. Ça, c'est des sports du coup que j'ai un peu laissé là-bas aussi, parce qu'à chaque fois, tu sais, tu as une équipe autour de toi. Moi, je suis très... j'aime bien faire copain-copain. Voilà, c'est aussi le moment de se faire plaisir. Pour moi, le sport, c'est un plaisir avant tout. Et donc, quand tu quittes une équipe... tu peux en rejoindre une autre, hein, mais bon. Et donc, j'ai un peu tout quitté. Et puis, au-delà de ça, j'ai gardé quand même des bonnes bases. Je pense qu'effectivement, tous ces sports extrêmes d'équilibre, ou même le jet ski que je faisais aussi en endurance, le horseball, ça, c'est des sports d'équilibre. Ça m'aide quand même à tenir droite sur ma moto, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je pense que je pourrais pas faire tout ça. Impossible, déjà, avec tout ce que je fais dans la moto. Et puis, avec les ambitions que j'ai cette année... si je commence à aller faire du basket, des trucs de machin, ce n'est pas cohérent. Le but est d'aller... Je suis un peu genre... je me mets dans un truc et j'y vais à fond. Puis quand j'ai fini, je passe à l'autre. T'es focus sur ce que tu fais. Et surtout que c'est des sports où il y a certains sports que tu pratiquais avec ton frère, du coup. Ça t'a un peu amené un esprit de compétition, j'imagine. Enfin, pour avoir un petit frère, moi, je le vois comme ça, donc j'imagine que c'était un peu pareil. C'est ça, ouais, mais carrément, totalement, parce qu'en fait, mon frère, c'est lui qui a commencé le horseball en premier. Donc moi, on a 5 ans d'écart. Donc moi, j'avais 5 ans, je savais même pas l'âge de faire de la compétition. J'étais déjà dans une équipe, et moi, je voulais vraiment faire ça pour faire comme mon frère. Et comme c'est mon frère, moi, j'y voyais pas de... Il avait beau être plus grand, il avait beau être un homme, c'était mon frère, quoi, donc il fallait que je le batte. Parce que c'était juste parce que c'était mon frère. Et donc, j'ai jamais fait cette différence, surtout que le horseball, c'était un sport mixte et qu'il n'y avait pas forcément d'âge, bien qu'il y ait des catégories. Donc, j'ai jamais trop fait cette différence de homme, femme, c'est un sport d'homme, c'est un sport de femme, ou mais t'as pas l'âge. Mais si, à tous les âges et tous les sexes, il n'y a pas de souci. Et puis, pour aller faire la bagarre avec le grand frère, il n'y a pas d'âge. Exactement. Et donc, comme tu disais, tu remportes à 22 ans le championnat de France féminin, donc la Women's Cup, dans toutes les catégories. Déjà, ça, c'est un sacré exploit. Ce titre, tu l'as décroché avec 8 podiums et 5 victoires sur 8 courses. Comment tu as été repérée? Comment tu t'es dit, je vais m'inscrire en championnat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, viens, on va faire de la compète parce que tu as le niveau? Ou c'est toi qui t'es dit, j'ai envie d'aller me frotter aux autres, voir ce que je vaux sur la piste, quel est mon niveau? Non, comme tu dis, il y a quelqu'un qui m'a poussée à le faire, parce que comme on le disait tout à l'heure, je savais pas en fait que la compétition c'était accessible, que tu vois, c'est pas comme justement à cheval où tu t'inscris au club et le mercredi tu vas à ta reprise et puis si t'es bon t'es sélectionné pour le championnat de France. Ouais. La moto c'est autre chose. La moto c'est un sport solitaire qui est pourtant en plus pratiqué en équipe avec les mécanos et le team. Pas au tout début bien sûr, mais en fait il suffit que ce soit toi qui t'inscrives. Et tu t'inscris sur une course sur internet et tu y vas avec tes clics et tes claques, tes 3 outils et tes couvertures chauffantes et tu roules, quoi. Et moi je ne le savais pas. On a une fédération aujourd'hui qui marche bien, mais c'est vrai qu'il y a un petit manque de communication et je pense que ça va venir, c'est en train de changer tout ça, mais en tout cas moi je ne le savais pas. Et il s'avère qu'effectivement j'ai roulé au Castellet avec Easy Monnery, comme je disais, il y a un tout petit peu plus d'un an du coup, en septembre de l'année dernière, avec mon copain que je venais de rencontrer, qui est un ancien champion de cross qui s'appelle Adrien Jory, qui lui a roulé carrément sur une manche de MXGP en France à l'époque. Donc niveau compète, il s'y connaissait bien. Et il m'a dit, mais tu sais que ça existe le championnat de France féminin en cross?
Et puis là, on roule ensemble. Puis je venais de le doubler à 300 et quelques km/h sur la ligne droite. Alors il me prenait déjà un peu pour une folle. On venait de se rencontrer, quoi. Il me dit, mais tu devrais peut-être faire de la compétition. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et je lui dis, bah ok, je vais faire un championnat de France en cross, ça me dérange pas. Mais je lui dis, par contre, si je fais un championnat de France, je vais être combien ? Parce que moi, je n'ai pas envie de perdre. Et il me dit, au début, quand même, si tu fais 15, ouais, 15, c'est bien et tout. Je lui dis, quoi, 15 ? Mais moi, je fais pas la course pour être 15e, c'est mort. Attends, je vais regarder et puis on va trouver un championnat de France de piste. Parce que c'est ça que je sais faire, moi, c'est la piste. Et là, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé Women's Cup. Je fais, tiens, je vais aller là, ça a l'air bien, ça. Et c'était un championnat de France. Bon, j'ai eu un peu peur quand même, parce que quand tu vois écrit championnat de France, moi qui ai fait du national avant d'arriver en championnat de France, il y avait quand même eu des steps. Là, c'était direct sauté en championnat de France féminin. Puis j'ai fait, bon, allez. J'y suis allée, mais j'avais quand même ce petit soutien derrière moi qui savait où j'allais, quoi. Lui, il s'y connaissait, même s'il connaissait rien à la piste et qu'il a totalement découvert la moto de piste cette année parce que du coup, il a dû la monter, démonter, remonter, démonter parce que j'ai fait quelques bacs. Maintenant, il s'y connaît. Voilà. Au moins, ça nous a apporté quelque chose à tous les deux, hein. Ça vous a rassemblé. Grave. Et du coup, ça veut dire que ta première course, t'es arrivé, il y avait toi, ton mec et vos outils et ta combi, quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors lui, il avait un peu l'expérience, donc il m'a dit, il faut prendre, tu sais, les petits trucs que tu penses pas. Un tapis d'environnement, il faut du scotch, des petits trucs comme ça. Mais vraiment, on est arrivé avec une moto. Moi, j'avais mis des autocollants, un grand sticker de kit déco avec 2-3 partenaires que j'avais réussi à trouver. Parce que du coup, lui, il m'a dit, ouais, tu vas devoir faire un book. Il m'a vraiment tout appris, quoi. Et moi, je me suis mis à fond dans le jeu. Mais effectivement, la première course, c'était outils, béquilles, moto et vas-y, roule ma poule, quoi. Ouais, donc en fait, c'était vraiment lui qui gérait tout. Toi, t'avais des connaissances en technique ou juste t'étais en mode si je me fous au bac, c'est la merde parce qu'on va pas savoir la remonter, quoi. Alors, ni avant, ni maintenant, et je pense que peut-être plus tard, ça m'intéresse, hein, mais je n'y connais rien. Tout ce que je sais faire, c'est mettre la poignée de gaz vers le bas, tu vois. Et heureusement que lui, il s'y connaît bien et qu'il avait passé des heures. Alors lui, il connaissait extrêmement bien le 450 YZF, donc le 450 de chez Yam ou même celui de Kawa, il les connaissait par cœur. Donc ça va, il s'y connaissait un peu, mais quand il l'a ouvert la première fois à la R6, parce que j'avais fait un bac et qu'il a vu tout l'électronique, il a fait « Oh là là !» Un bac que t'as fait à ta première session de piste. Non, parce que la toute première fois que je suis tombée, du coup, c'était ma première fois sur piste avec ma MT-03. Et donc en championnat, j'ai quand même attendu un peu. J'ai attendu. Ah mais si, qu'est-ce que je raconte ? T'as raison. Mais t'as raison parce que donc je m'inscris à ce championnat et je me dis bon bah vas-y, je vais faire un entraînement. Et en fait, cet entraînement, il s'avère que c'était mon repérage avec Xavier Siméon, avec Zelos, qui est donc aujourd'hui mon entraîneur. Donc on est descendu jusqu'en Espagne, c'était avant la première course. Mais par contre, c'était la première fois que je roulais avec la moto, quoi. Et on était à Calafate. Et je descends à Calafate et tout, je commence à rouler, mi-journée, Xavier Siméon commence à me dire « Ah, c'est pas mal quand même, ça roule ». Moi, je me dis dans ma tête, vas-y, je donne tout, c'est la sélection. Xavier Siméon, c'est pas n'importe qui, quoi. Moi, je veux qu'il me prenne, je veux de sa pouliche, qui me coach et tout. Et je commence à m'exciter. Première fois que je roule avec les vitesses inversées. Et ouais, j'avais compris le concept, mais pas assez bien, je crois, parce que je m'excite un peu avec un mec qui me doute pas très bien, ça m'énerve, du coup, je veux me frotter à lui. Et sauf que sans connaissance, je me trompe, au lieu de passer la troisième, je passe la première. On était à plus de 100 et quelques, en pleine courbe. Et donc, je me rappelle avoir fait une espèce de salto soleil avec la moto. Là, pour le coup, elle a eu des tonneaux cette fois-ci. Et moi, je me rappelle me mettre levé et être retombée. Et puis après, 30 minutes de coma, etc. Mais depuis, ça va. Maintenant, je sais que les vitesses à l'envers, comment ça marche. Voilà, j'ai retenu. Et puis Adrien, du coup, a découvert comment marchait cette R6. Donc c'est vrai qu'avant même la première course, il avait déjà remonté une première fois et réparé une première fois. C'est bien, au moins tu savais que c'était l'erreur à pas faire pendant tes courses. Ah ouais, bah là, du coup, j'ai été focus. Après, tu fais toujours des erreurs, tu vois. Mais l'erreur que j'ai fait à la première course, bah, tu vois, c'est calé, tu vois. Au départ du tour de chauffe, donc ça va. Mais c'est quand même calé au départ du tour de chauffe. Et comme j'avais pas tu sais, où tu prends l'embrayage et tu redémarres, ça marchait pas. Et je trouvais pas le point neutre. J'étais trop stressée. Et peut-être qu'il manque une vidange aussi, je sais plus. et du coup, je me fais sortir de la piste et on me fait partir de la pit lane. Alors que c'était c'était le premier week-end de course, mais c'était ma deuxième course. Et j'ai été comme une ouf en mode quoi, mais ça se fait pas, pourquoi je pars de la pit lane alors que c'est genre juste exactement la règle qui s'est d'ailleurs passée aussi en MotoGP le week-end dernier. Donc, et moi j'étais en mode mais quoi. Et à la fin de cette course, j'ai quand même fini 3e, donc j'ai remonté tout le peloton. Donc c'est après ça où je me suis dit ah ouais, vas-y, je vais aller m'entraîner, je pense que ça peut donner quelque chose. Tu nous as fait une Acosta en fait. Un peu le truc, voilà, c'est ça.
Tout ça, ça t'a amené à un événement historique dans le monde de la moto, puisque tu as participé aux côtés de 23 autres pilotes dans le tout premier championnat féminin mondial de vitesse, qui a un nom interminable. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont le raccourcir cette saison. C'est un peu tout qui s'aligne, parce que première saison de compétition pour toi, au bout de 6 mois, tu finis championne de France, et là, tu vas intégrer un championnat sur des R7. Du coup, vous avez tous la même moto. C'est un peu tous les astres qui s'alignent pour toi, pour t'ouvrir des portes que tu mérites, parce qu'il y a une question de travail, etc. derrière, mais comment tu vois la saison à venir pour toi ? Ça a quand même une importance dans ta carrière et dans la suite des événements. Exactement, comme tu dis, toutes les étoiles s'alignent. Entre la première année, championne de France, puis pile quand je suis championne de France, ils annoncent un championnat du monde féminin, puis moi, je me dis, en fait, c'est vrai, qui de mieux pour représenter la France que championne de France. Donc effectivement, alors, pour l'anecdote, on peut l'appeler Women's SBK, comme le World SBK, ou alors World WCR, je crois qu'ils l'appellent. Ok. Women's Circuit Racing World Championship. Ouais, j'avoue, c'est pas facile quand même. Mais bon, dans l'idée, c'est un championnat du monde féminin. Et le premier, effectivement, on est sur des R7. Ça, c'est une nouvelle moto pour moi, et pour toutes d'ailleurs, puisqu'on aura toute cette R7, qui est une moto qui est quand même super différente à conduire, que j'ai découvert récemment lors de mes premiers tests. Et c'est quand même autre chose. Mais bon, on en reviendra peut-être après. Donc là, effectivement, c'est une chouette opportunité pour moi. Franchement, c'est vraiment un tremplin, finalement, pour moi, parce que c'est la première année, donc les portes se sont vraiment ouvertes à moi, comme tu dis. Là où quelqu'un, maintenant, une fille va peut-être mettre plusieurs années à pouvoir réussir à rentrer dans ce championnat. Là, j'ai finalement été sélectionnée d'entrée. Donc, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Honnêtement, j'ai envie de m'impliquer énormément. Donc là, moi, je suis encore étudiante, je suis en dernière année de master marketing. Et je suis en alternance, et mon alternance, c'est sportif de haut niveau, ce qui me permet donc d'aller quand même m'entraîner, mais il ne faut pas se leurrer, une grande part d'administratif et de sponsors encore. Donc c'est de la recherche de sponsors, parce que sans sponsor, tu ne roules pas, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens. Et effectivement, plus tu montes au niveau, plus tu as besoin de sous pour aller rouler, parce que tu crames des pneus. C'est 25 000 €, il me semble, la saison là, pour la R7, etc. En fait, les 25 000 €, ils comprennent la moto sur place, et tous les ingénieurs, etc., et le fait de pouvoir rouler. Ça ne comprend pas ni tes entraînements, ni tes déplacements pour les entraînements, ni tes pneus pour les entraînements, ni tes déplacements pour les courses, ni si tu es accompagné, tu vois, tout le reste en fait. Et finalement, tous ceux qui nous écoutent et qui roulent savent que c'est carrément pas gratuit d'aller rouler sur piste, et puis d'autant plus quand tu dois aller t'entraîner sur un circuit qui s'appelle Donington, qui est au Royaume-Uni, et que ta moto est logée en Espagne, et que tu dois partir du sud de l'Espagne pour monter jusqu'à Donington. Ça fait des bornes. Au-delà du temps, c'est coûteux, et donc c'est ça le seul frein que j'ai aujourd'hui, parce que sinon, moi... Et puis, deuxième frein, j'habite à Paris. À Paris, on a Carole, effectivement, mais quand il pleut tous les jours, c'est quand même moins drôle, et puis tu n'apprends pas les mêmes choses. Donc, globalement, tu peux pas rouler autant que tu veux, même si tu as un peu de temps. Donc, comment je le vois, c'est une première année, et finalement une deuxième année de compétition pour moi. Donc, je veux pas avoir la prétention à dire ouais, je vais arriver à être championne de France, championne du monde. Enfin, j'aurais pu dire championne de France aussi, mais championne du monde, parce que tout simplement, je pense pas avoir le niveau d'une Ana Carrasco aujourd'hui, qui sera quand même une de mes principales concurrentes cette année. En revanche, je pense que c'est une bonne année pour prendre de l'expérience, aller voir comment ça se passe, tester. C'est une année vraiment test, je pense, que ce soit pour les pilotes ou pour les organisateurs. Et pourquoi pas aller chercher quelques podiums si j'y arrive et si j'ai le niveau. Et puis voilà, me mesurer, redoubler d'entraînement si je suis vraiment à la traîne. Mais on est d'accord, quand on fait la course, on veut tous être premiers. Donc c'est dur de partir en tête et de se dire ouais, je vais rouler les 10e. Oh, c'est embêtant, j'ai pas envie de partir avec cette idée-là. J'ai envie de me dire que je vais faire le meilleur, et puis on verra où est-ce que ça me classe. C'est drôle parce que pour ceux qui nous écoutent, qui sont assidus du MotoGP, mais je pense que ça te parlera aussi, tu as le discours d'un grand pilote qu'on ne citera pas, mais qui dit une année pour apprendre, une année pour gagner. C'est vrai. J'avais jamais fait le parallèle, mais après, pour ma défense, c'est beaucoup Xavier Siméon qui me dit ça, qui lui-même est champion MotoGP et Moto2, donc bon, ça vient pas de nulle part peut-être. Et tu parlais des sponsors qui sont indispensables de toute façon quand on est un athlète de haut niveau. Il me semble que tu avais le soutien du Yacht. C'est toujours le cas cette saison ?
Exactement, le Yacht est donc a choisi cette année, donc Mandy Keynes a décidé de me suivre cette année en championnat du monde féminin et donc de représenter le Yacht au féminin en championnat du monde. Franchement, je suis trop fière. Qui ne voudrait pas rouler sous les couleurs du Yacht, ouais, quoi. c'est clair. Il y en a qui paieraient pour avoir une déco Yacht sur leur moto. Moi, c'est mon team, donc franchement, je suis trop fière. Leur aide, elle est hyper importante parce que déjà, ça donne de la crédibilité à ma candidature. Il y en a plein qui pourraient se dire ouais, la fille, ça fait 1 an qu'elle fait de la moto et elle pense pouvoir d'être ça en championnat du monde. Déjà, je pense rien. Et ensuite, je suis championne de France. Alors, je dis pas que je suis championne du monde et que je suis la meilleure de tous les temps. Je dis juste que je suis pas là par hasard et que la chance, elle se provoque. Et que si je suis avec le Yacht, c'est aussi parce que j'ai provoqué les bonnes choses et que j'ai fait le boulot derrière. Donc voilà, et le Yacht, il m'aide, il m'envoie des motos, ils me soutiennent, ils me donnent des conseils, Canepa et compagnie, Fritz. Bref, là, je serai avec eux au Prément, donc je pourrais en discuter avec l'équipe. Mais voilà, c'est aussi le fait de faire partie d'une équipe, c'est... T'es entouré, t'as un soutien qui est plus concret. Bah ouais, c'est pas drôle, tout seul dans ton coin et tout. Moi, c'est ce qui me manquait quand je faisais de la natation. Tu sais, quand t'as la tête sous l'eau, bah... Il y a personne. Bah ouais, t'as personne, tu peux parler avec personne, et puis tu rentres, et puis... bah, t'as un coach à la limite, mais enfin voilà, t'as pas une équipe. Moi, c'est ça qui me fait trop plaisir, c'est d'avoir une équipe, d'avoir des gens derrière qui te soutiennent et qui croient en toi parce que ça te donne de la force. Parce que mine de rien, quand tu te lèves tous les jours, c'est pas tous les jours, je vais défoncer ça. Non, parfois, tu te lèves, tu vois le temps, tu dis, ah ouais, non, je vais rien défoncer aujourd'hui. Donc, surtout que le Yacht, c'est quand même une équipe qui est composée de passionnés. Au-delà du niveau qu'ils ont, c'est quand même des mecs qui sont passionnés et qui sont pas là pour rien. Et le fait qu'ils suivent quelqu'un dans ce nouveau championnat, pour moi, déjà, c'est un très bon pion placé de leur part. Et en plus, ils misent quand même pas sur n'importe qui. Tu dis, je dis rien sur le fait de tu vas d'être ça, mais en fait, t'aurais raison de le dire parce que aller dans un championnat comme ça, faut y aller avec une mentalité forte et déterminée. Et je pense que c'est en tout cas ce que tu renvoies. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de te soutenir aussi dans cette saison. Au-delà du Yacht, il y a des sponsors, des partenaires qui sont avec toi cette saison, qui font que ça change un peu la donne pour toi. Est-ce que du coup, Monneray continue à te suivre? Comment ça se passe parce que c'est quand même un travail de recherche qui est important. Ouais, moi, mon plus gros sponsor, et je les remercierai jamais assez, et encore une fois, c'est les étoiles qui s'alignent parce que je suis tombée sur eux il y a 1 an, j'en parlais tout à l'heure, c'est Zelos. Zelos, c'est une structure de management de pilotes belges qui normalement ne prennent que des Belges. C'était ma question suivante, j'allais rebondir là-dessus, du coup c'est bien que tu... Alors, ça a un peu changé parce que maintenant il y a Chris Lich qui est en endurance, qui est avec nous aussi, qui est du Luxembourg. Moi j'arrive et je pense qu'il fonctionne un peu comme on le disait à l'Affect. C'est mes managers, c'est mes parents, c'est mes drivers, c'est mes entraîneurs, c'est mes financiers, c'est ceux qui croient le plus en moi. Je me demande s'ils croient pas plus en moi parfois que mes parents qui du coup n'y connaissent rien au sport moto. et pour te donner une anecdote, je sais pas si mon père il m'écoutera, mais en gros il est venu l'année dernière à une course que j'avais à Poerno, tu vois, c'était la première fois qu'il venait. Et je partais en pôle ou pas loin, ou en tout cas je jouais devant. Et j'étais sur la piste, tu vois, et j'étais devant. Et moi, j'attendais qu'une chose, tu vois, c'était de voir mon panotage pour voir si derrière ça poussait ou pas. Et je vois quoi? Entrée de ligne droite, mais un bras d'un mec, un grand blond et tout costaud qui avec son téléphone au bout du bras et qui filme la piste. Et je me dis, putain, mais mon père, je le vois plus que le mec qui fait le panneau, quoi. J'ai direct capté, c'était mon père, genre. J'étais là, putain, les autres pilotes, elles vont voir mon père les filmer, la honte et tout. C'est trop mignon. Donc c'était trop mimes. Et puis parce que la veille, ma mère elle avait essayé de me filmer, elle me montre les vidéos et elle me dit tiens, j'avais un peu peur et tout. Et je regarde les vidéos et je dis maman, c'est pas moi. Elle me dit oh pardon. Je fermais les yeux quand tu passais, ça me faisait trop peur. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est trop mignon en vrai. C'est vraiment trop chou. C'est pas grave. Mais donc voilà, des comme ça, j'en ai pas mal. Ils ne connaissent rien au sport moto. Donc en fait, Freddy Tacheni, qui est donc le directeur de Zelos, c'est celui qui croit le plus en moi et qui dès le début m'a dit, tu vois, a placé ses pions aussi sur moi, alors que il y a 1 an, comme je disais, j'étais personne, quoi. J'avais rien fait. Et le mec a dit ok, vas-y, on te prend. Bon, sous l'accord quand même de Xavier qui m'avait vu rouler et m'éclater la clavicule, comme on disait à la FAT, qui avait dit ok, c'est une folle, on la prend. Mais sinon, donc Zelos, c'est mon plus gros. Moi, je les remercierai jamais assez. Et donc, c'est mon plus gros sponsor. Tu parlais d'Easy Monneray. Philippe, j'y vais encore souvent le soir à Meudon, à la moto-école.
Michel, quand je le croise, ou alors surtout quand je croise aussi les autres élèves, enfin pas plutôt les élèves, mais les moniteurs, à chaque fois, on se tient au courant, je me fais tacler, je les tacle, voilà, c'est un jeu très amical et effectivement, je peux rouler quand je veux avec eux. Là, par exemple, le 14-15 avril, je serai à Easy Monneray à Paul Ricard. Je sais pas si je serai avec la R7, mais voilà, en gros, l'idée, c'est de me filer un coup de main comme ils peuvent et de me faire rouler. Il n'y a pas de secret, de toute façon. Oui, non, c'est clair. Et puis t'es entouré, en tout cas, c'est ça qui est important. De toute façon, c'est un secret pour personne. Quand t'es entouré, ça va forcément, c'est toujours plus simple. Il faut savoir s'entourer. C'est important. Et il y en a qui disent, ouais, mais elle ci, mais elle ça. Les gars, il y a 1 an, j'avais rien. Et si en 1 an, j'ai pu le faire, j'ai pu m'entourer, j'ai pu trouver des sponsors, j'ai pu trouver une moto, j'ai pu trouver le yard, franchement, tout le monde peut le faire. Il y a une histoire de culot, certes, que j'ai, et qui me permet du coup d'oser là où personne n'ose. Mais la chance, comme je disais, elle se provoque. Il n'y a rien de magique. Mais on va pas se mentir, c'est le secret de toute façon. Et je rebondis juste sur Zelos, pour ceux qui connaissent pas, c'est du coup, comme tu disais, une structure, mais qui soutient des pilotes qu'on connaît, parce qu'il y a Xavier Siméon. On a, dans les pilotes qui soutiennent, il y a Barry Baltus qui a fait son premier podium en Moto 2 le week-end juste avant qu'on enregistre. Donc, et c'est créé par Freddy Tacheni et Didier de Radigas. Et au départ, c'était pour accompagner Xavier Siméon, et ça a pris une proportion importante. Xavier Siméon, c'est devenu ton coach. Comment tu t'entraînes? Comment ça se déroule une session d'entraînement avec Xavier Siméon? Et il me semble qu'il y a le père Siméon, donc Michel. C'est ça, exactement. Michel Siméon, qui est une légende de l'endurance pour ceux qui connaissent un peu l'endurance. Donc, tu es quand même très bien entouré pour t'entraîner. Comment ça se passe une session d'entraînement avec ces monstres du milieu moto, en vrai? Déjà, au début, j'étais toute timide parce que c'était trop un honneur, même si je connaissais quand même Xavier, même d'avoir Michel et tout, qui s'est remis dans le jeu juste pour moi et qui a dit « Ouais, ce projet-là, je veux le suivre et je veux le faire avec vous. » Franchement, c'est trop un honneur. C'est Michel qui garde ma moto, qui fait tout sur ma moto, qui fait les vidanges, qui, quand je vais au bac, maintenant, il s'en occupe. Avec Adrien, mon copain, quand il est là, mais il l'héberge dans son garage, quoi. Donc je trouve ça trop bien. Mais même pour ton mec, c'est ouf du coup de faire de la méca avec cette mais ouais. C'est une légende. Et les deux, en vrai, en plus, ça porte des trucs parce que Adrien, il a des réflexes de cross, je sais pas, je vais pomper la... Putain, je connais rien, je peux pas raconter des trucs, mais par exemple, je sais qu'ils pompent la fourche, c'est un truc qu'ils font beaucoup en cross, qu'ils faisaient pas en piste, que Michel, il faisait pas forcément. Et bref, les uns s'apportent aux autres, donc je trouve ça trop cool. Du coup, les deux deviennent des bêtes, donc ça, c'est bien. Parce que comme je tombe beaucoup, ils ont plein de travail, donc ça, ils sont contents. Parce que Michel, il faut le sortir un peu de sa retraite, donc c'est bien. Mais ouais, comment ça se passe? Alors, une journée d'entraînement... globalement, Michel et Adrien s'occupent de préparer la moto, de la mettre en place, de vérifier toutes les pressions, vérifier si les pneus sont OK, s'il faut les changer, ils les changent, la bonne couronne, etc. Je fais pas mal de visualisation mentale. Ça, c'est Xavier qui me l'apprend et qui me force beaucoup à le faire, bien que ce soit pas forcément très agréable, parce qu'en fait, c'est super dur de réussir à se concentrer et de faire un tour chrono et de faire le vrai chrono que tu fais. Ça, c'est super dur. Et je crois qu'il en parlait dans une interview et Xavier, il m'en parle tous les jours. C'est la chose qui lui a permis d'évoluer extrêmement rapidement et de gagner des secondes précieuses, c'est la visualisation mentale. Donc, il y a toujours une petite visualisation mentale avant de commencer, de partir sur le circuit. Donc, tu vois, tous les matins avant de relancer, tu vois. Et après, en général, je pars. Je sais qu'il y a mon copain qui se met au panotage et donc Michel qui prend les chronos. Et ça envoie. Et après, Xav, il va se mettre sur un endroit du circuit stratégique pour me zioter et me faire tous les retours nécessaires. Il prend aussi tous les chronos au passage. Et puis, donc je fais ma session. En général, on part toujours quand même avec un objectif de piste. Donc, c'est-à-dire, là, je vais travailler ça. Il me dit, là, tu freines beaucoup trop tôt, tu es trop gentil sur les freins, ou alors là, il faut que tu écartes, ou alors là, pourquoi tu réaccélères pas assez vite. Globalement, c'est tu freines trop tôt, tu réaccélères pas assez fort, hein, comme tout le monde. Donc, voilà, et il me donne des repères hyper précis. Ça lui arrive aussi souvent de rouler avec moi. Ça, il a un espèce de rôle de lièvre un peu. Ah voilà, ça c'est hyper intéressant parce que parfois il voit des trucs sur la piste, il dit ça va pas. Prochaine session, il prend sa moto, il vient, il roule avec moi et il me montre exactement là où je dois passer. Puis après, si je le fais pas bien, il repasse devant et il me remontre. Et là, tout récemment, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver là. Il a une R7 qui arrive de la KM 99, qui est donc une équipe d'endurance belge qu'il aime beaucoup, etc., pour pouvoir rouler avec moi. Et pour qu'il puisse me tirer, parce qu'avec la 1000, c'était ça la difficulté, c'est que la 1000, il essayait de faire comme la R7, mais c'est jamais pareil. Et là, on arrive à peu près, en tout cas, on est dans quasi la même seconde de roulage,
quand j'arrive à rouler bien. Donc ça nous permet, lui va pouvoir me tirer, me forcer dans les freinages. Parce que c'est toujours comme ça que j'arrive à freiner fort. C'est quand j'ai quelqu'un à côté, je me dis c'est mort, tu passes pas. Donc, tu vois, ce genre de truc. Ou alors quand je vais voir qu'il réaccélère plus vite alors qu'il fait 20 km de plus que moi, ça va m'énerver, etc. Donc voilà, en fait, je pense que le but c'est de me donner un coup de boost, de m'énerver sur la moto pour que je me dise hey, oh. Oui, il a compris comment tu fonctionnes, que tu fonctionnes au caractère. Un peu, voilà. Je pense que c'est vrai, je pense. Hein. Mais donc voilà, une journée d'entraînement, à quoi ça ressemble. Et tes entraînements, en début d'année, tu es allé sur un circuit où on a pu voir des super photos d'un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle William Joly. Tu roulais à Carthagène, où tu as eu la chance de rouler avec Xavier, mais tu as eu surtout la chance de rouler avec Johan Zarco. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter ? Est-ce que tu as eu des feedbacks de la part de Johan ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de rouler au même endroit que lui ? Parce que j'imagine que tu l'as regardé rouler aussi, parce qu'au-delà du fait que ce soit un Français qui roule, je pense qu'on va pas se mentir sur le fait qu'il y a tous une petite admiration pour ce pilote. Est-ce que ça a eu un impact, toi, sur ton entraînement, etc. Alors, exactement. C'est vrai que j'étais à Carthagène et au-delà de Johan, il y avait plein d'autres pilotes. Il y avait Jorge Martin, Aleix Espargaro, Aleix Rins, enfin, il y avait Rins, il y avait Aldeguer, non, ici, il y avait Aldeguer, il y avait Fernandez, enfin bref, il y avait beaucoup de monde. C'était trop bien. C'était trop bien parce qu'en fait, tout simplement, tu roules. Donc, c'était un roulage qui était privé, qui était que pour le MotoGP, le World SBK, dont je fais partie maintenant. Et en fait, tu te rends compte que sur la vie, donc j'étais la seule 700, donc je me prenais un peu des doses, bien que pas tant que ça, mais bon, quand même. Et en fait, c'était cool parce que tu sais, tu regardes les trages, etc. Et tu sais que peu importe le mec qui va te doubler, il aura une bonne trage. Donc tu la chopes et tu chopes sa roue et ça dure 1 ou 2 virages, pas plus. Hein, mais donc ça, c'était trop chouette. Et ouais, Johan, découverte. Mais je regardais encore tout à l'heure à chaque fois qu'il like mes photos parce que du coup, il s'est abonné, il me suit, il est à fond. Franchement, c'est quelqu'un d'hyper humain. À chaque fois, ça me fait quelque chose. Je me dis, putain, Johan Zarco, il like mes photos. Putain, trop cool, quoi. Je suis trop contente. Mais ouais, c'était un honneur. Et puis, en plus, il est hyper accessible, quoi. Il est trop accessible, il est trop cool. Donc, effectivement, on a roulé ensemble, même sur la piste. Et donc, le mec, il est trop fort, en fait, parce qu'il te passe à watt 1000 à l'heure et il force pas. Genre, tout, tu vois, il me disait, c'est comme la boxe. Moi, je fais beaucoup de boxe. En fait, quand tu te prends un coup et que t'es rigide, ça fait mal. Alors que quand t'es tout souple et tout, et que tu laisses venir, bam, ça amortit tout seul. La moto, il disait, c'est pareil. Il faut que tu sois... faut pas que t'aies l'impression d'aller vite, mais en fait, c'est à ce moment-là que tu vas vite. Tu vois, ouais, ok. Et lui, c'est exactement ça. Genre, il me double watt 1000 à l'heure et il est tranquille, pépouze sur la moto, genre rien de forcé, genre juste tout précis, clean. Et genre, il a même le temps de me faire signe en mode coucou, Ems, vas-y, gaz. Et toi, t'es là en mode, mais moi, je suis à fond, mais moi, je suis à fond là, je suis en fond de poignet, je peux pas faire plus, je peux pas. Et lui, il double comme ça, donc, trop bien. Et ouais, après, il prend en plus le temps de t'expliquer ce que tu as mal fait, de ce qu'il a vu, parce qu'il t'a vu que sur 1 ou 2 virages, mais il a le temps de te faire une récitation de ce qui va et ce qui va pas. Et donc, clairement, il m'a dit, ouais, tu devrais aller rouler sur des pistes de karting parce que ça va t'aider. Toi, je vois que tu as un petit souci et tout à ce niveau-là, au niveau de tu pourrais déhancher un peu plus. Ouais, ni une des deux. La semaine d'après, j'étais sur une piste de kart avec une mini-moto qu'YCF m'a fournie. Donc ça, c'est un bon partenaire aussi qui m'aide en 2024. Et puis la semaine d'encore après, j'ai pris la R7 et je me suis dit, vas-y, je fous carrément la R7 sur la piste de kart, comme ça au moins je saurais la conduire. Et là, c'était un peu plus compliqué, mais ça aide beaucoup. Ouais, donc ça a vraiment eu un impact sur ton entraînement et ça aura sûrement un impact sur ta saison. Et c'est pas mal, ça t'entraîne à côtoyer des grands noms de la moto dans le paddock parce qu'au final, comme tu disais, ça va être ta première manche, c'est au mois de juin, il me semble, à Misano. Et au final, tu vas partager le paddock avec des mecs comme Toprak, Iannone, Petrucci, Bautista. Enfin, c'est quand même... Ouais, c'est un truc de fou. La semaine dernière, il y avait le salon de Lyon et je passais beaucoup de temps avec Valentin de Bise, avec qui, du coup, je me suis rapprochée depuis l'année dernière, qui m'a donné pas mal de conseils et qui, à chaque fois qu'il me voit, il me dit qu'il va m'apprendre à rouler et il a bien raison parce que franchement, je suis tellement loin de lui. Donc, mais au début, j'étais toute timide et tout. Et puis maintenant, au fur et à mesure, c'est vrai, de côtoyer ces personnes-là, ça devient de plus en plus normal. Alors qu'un mec qui te regarde, alors que tu es en train de faire copain-copain avec Valentin de Bise, Benoît Thibal et autres, ils doivent te dire mais c'est qui cette meuf? Alors qu'en fait, ça devient normal. Donc c'est vrai qu'au début, ça fait rougir quand même. Hein. Dans la tête des gens, c'est cette nana-là, c'est une Umbrella Girl ou c'est une helpeuse, quoi. C'est pas, ils ont pas ce truc de se dire tout de suite, elle fait de la moto. Ouais, c'est la question qu'on me pose en général quand je me balade. L'année dernière, tu vois, j'étais à Manicourt sur le World SBK et tout, et j'étais avec mon t-shirt Yam et tout, et je me balade et on me dit t'es dans quel team et tout, style t'es l'Umbrella Girl de qui, genre t'es la Riders assistante de qui? Frérot, non, je suis pilote, ça se voit pas, mais je suis pilote, voilà.
au-delà du coup de ce truc où tu passes un univers différent, c'est aussi particulier pour toi parce que au-delà des athlètes de haut niveau, tu es également étudiante, comme tu disais, en marketing à l'ISEG. C'est pas trop compliqué en termes d'organisation pour avoir autant ta vie étudiante que ta vie de sportive. Comment tu fais en fait? Je pense qu'il faut pas mentir, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a qu'une vie, on n'a que 2 bras et on a une journée qui fait 24 heures. Et en 24 heures, tu dois être et en entreprise et en cours et sur une moto en train de rouler hyper vite. Donc ouais, c'est compliqué, mais tout dépend de ta volonté. Je pense que j'ai une volonté qui est très disproportionnée, on peut le dire. Volonté de bien faire aussi et de faire les choses à fond. Parce que quand tu commences à débourser de l'argent, débourser du temps et que tu n'as qu'une envie, c'est de gagner, toi, tu en as les moyens. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et une journée, alors le fait d'être en alternance me permet quand même d'avoir les cours que sur une semaine par mois. Le reste, j'étais en entreprise jusqu'à récemment et donc depuis peu, je suis devenue pilote professionnelle. Donc ça me laisse le temps de faire tout ce que je faisais en soum-soum avant, quoi. Ou alors ce que je faisais le soir en rentrant. Mais donc une journée, globalement, est remplie. Elle est remplie. Là, j'arrive sur la fin, donc d'ici juin, normalement, si vous me voyez continuer l'année prochaine d'aller en cours, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai foiré ma thèse, là, que je fais d'ailleurs à propos de la moto. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas trop m'écarter du sujet, vu que je commençais à maîtriser un petit peu le domaine. Mais rien n'est impossible, honnêtement, rien n'est impossible. Il suffit d'avoir de la volonté, de la détermination. Et puis quand on te dit non, c'est pas un vrai non. Voilà, faut toujours trouver une solution que en fait le non ce soit un oui peut-être et puis qui se transforme en oui et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait en fait finalement et je suis allée petit à petit et en même temps je dis ça et en même temps j'ai commencé d'un coup, mais je veux dire j'ai commencé en étant en entreprise et en faisant tout le soir et en étant en étant sous fatiguée, l'eau, quoi, franchement sous l'eau. Et même encore aujourd'hui, tu vois, moi qui fais ça vraiment tous les jours, je suis sous l'eau, mais parce que je me donne encore plus à mes partenaires, je donne encore plus d'ampleur au truc et tu peux toujours le faire en étant moins présent sur les réseaux, moins truc, moins machin, mais c'est sûr que les choses vont prendre moins d'ampleur. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, je suis toute seule à faire mon management, enfin, pas mon management, mais alors plutôt mon community management, ma RP, donc toute ma relation presse. Ouais. Je suis aussi c'est moi qui m'occupe de ma progression sportive, donc de me motiver d'aller à la salle tous les jours et tout ça. J'ai pas quelqu'un derrière moi qui me pousse, même si j'ai un copain super qui est lui-même instructeur de motocross et donc je peux faire du motocross facilement le week-end. Voilà, faut quand même se mettre des fessées parfois pour se bouger et ouais, c'est fatigant, mais j'ai trop envie de le faire. En effet, ça a l'air épuisant. Parce que en plus, tu disais, tu vas au sport tous les jours. Enfin, ça fait partie de ton entraînement. Du coup, ça fait partie de ton quotidien. Mais tu arrives à gérer ton entourage, du coup, parce que ton copain, il est avec toi sur les courses. Mais tu arrives à trouver du temps pour avoir une vie perso, que ce soit avec ton copain, avec ta famille, en dehors de tout ça. Ou là, c'est vraiment focus saison 2024 et le reste, on verra après. Là, j'avoue, je vis, je mange, je dors moto. Mes parents, ils habitent pas en France, donc je les vois pas beaucoup. Mes amis, ça fait longtemps que je les ai pas vus parce qu'effectivement, je suis focus sur mon truc et j'ai un objectif. Et s'il faut faire des sacrifices entre perdre 2 secondes au chrono parce que je suis pas allée rouler, je suis pas allée assez m'entraîner, que j'ai voulu aller boire des verres avec les copains, ça m'embête, quoi. J'ai pas envie de m'en vouloir. C'est maintenant, comme on disait tout à l'heure, j'ai toutes les étoiles qui s'alignent. Donc mes copains, je les aime, ils le savent, ils savent que je suis hyper overbookée et donc ils le comprennent. Ils viendront me voir sur des courses. Et on se retrouve l'été ou à d'autres moments quand la saison est off, mais quand c'est la saison, par contre, t'es focus, quoi. Ouais. Et est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de ta clavicule cassée, est-ce que tu as eu d'autres blessures? Parce qu'en fait, en plus de ça, tu fais du motocross. On sait que les pilotes adorent se blesser en motocross. Moi, je pense particulièrement à Bezzecchi qui s'est cassé la clavicule l'année dernière, justement. Est-ce que tu t'es blessé autrement que la clavicule? Est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé depuis le début de ta carrière? Non, j'ai la chance pour l'instant d'avoir eu que la clavicule en tout début de saison qui s'est remis pile à temps du coup pour la première course. Et j'avoue, je force pas trop quand même en cross parce que j'ai peur exactement de ça. Je connais les histoires de tu veux t'entraîner, en fait tu t'entraînes tellement que ça fait partie du risque, tu vois, mais non, je fais super attention. Justement, c'est pour ça que je suis pas à fond en cross, même si il y en a qui me voient sauter des tables de 20 mètres. Ça pour va, toi, c'est tranquille. À partir du moment où je maîtrise, je vais pas au-dessus de mes pompes, même si j'ai très envie aussi de m'évoluer en cross et pourquoi pas de me dire à un moment donné, vas-y, je tape une course en cross avec mon mec, je fais la course avec lui, mais je le fais pas parce que
bah, ça irait encore une fois à l'encontre de mes goals et de mes objectifs de 2024. Donc un peu, oui, pour travailler à forme physique, pour travailler d'autres choses, mais plus du technique. Ouais. On parlait justement de ce championnat qui est réservé uniquement aux femmes. Pourquoi pas aller te confronter aux hommes dans des catégories mixtes? Parce qu'il y a des pilotes féminines du coup qui ont des discours où elles ont envie d'être dans des catégories qui peuvent être mixtes. On pense à Anna Carrasco qui a roulé en Moto 3. Je pense particulièrement à Justine Peudmonde qu'on a déjà reçue chez Seki en Pôle qui disait que elle, même si c'était génial ce championnat, elle adorait aller rouler en FSBK parce qu'elle roulait contre des mecs et qu'elle n'avait pas envie qu'on lui dise ah t'es une fille, tu peux pas rouler comme nous, c'est pas possible. Pourquoi toi t'as fait le choix de rouler dans ces catégories qui sont pas mixtes? En fait, j'ai eu très peu de temps. L'année dernière, pour me lancer, je me suis lancée en féminin, tout simplement parce que je savais pas vers où aller et que dans tous les sports que j'avais fait, il y avait toujours une catégorie féminine pour les raisons qu'on connaît bien. Et là, le championnat du monde féminin, c'est une trop belle opportunité pour moi de refuser, même si j'avais très envie aussi de rouler en FSBK et j'en ai parlé plein de fois, que ce soit avec Eric de Seine ou avec Xavier Simon, etc., qui m'ont tous poussé à aller vers le championnat du monde féminin. C'est quand même un bien plus haut niveau que ce qu'on peut avoir en championnat de France. Enfin, je dis pas que nous, les filles, on va rouler plus vite. Je dis juste que l'opportunité, elle est différente. C'est des portes de ouf. En fait, plutôt que de passer par la porte qui est ultra bouchée de tous les pilotes qui font le FSBK, puis le Moto 2 Espagne, puis le machin, puis le truc pour finalement arriver peut-être un jour en World SBK à je sais pas quel âge, en fait, moi, dès ma deuxième année, je me retrouve sur le même paddock que le World SBK. Si je suis pas trop mauvaise, d'ici 2 ou 3 ans, pourquoi pas, je serai devant en championnat du monde féminin et je pourrais prétendre d'aller, pourquoi pas, rouler avec les mecs, tu vois. Et rouler avec le World SBK chez les mecs. Donc moi, ça m'intéresse effectivement de rouler avec les mecs, mais je suis pas là à dire ouais, il faut absolument qu'on aille chez les mecs. Si j'ai le niveau, s'il y a une fille qui a le niveau, mais qu'elle y aille, tu vois, comme Anna. Aujourd'hui, elle avait aucune fille avec qui se batailler chez les filles, et puis il existait tout simplement pas de catégorie féminine à très haut niveau. Maintenant qu'il en existe une, si je suis pas capable d'aller devant, tu vois, j'ai aucun intérêt à aller en World SBK. Et puis aujourd'hui, même si les filles ont un discours de je veux rouler avec les mecs qui est archi respectable, et tu vois, même moi, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas sur d'autres courses d'ailleurs, c'est pas du tout le but, c'est pas de pas rouler avec les mecs, hein, tu vois. Par exemple, cette année, je vais peut-être faire des courses en R7 Cup, que ce soit des filles ou des mecs, t'as le casque, t'as la moto, t'as un pilote, c'est tout, quoi. Donc si un jour il y a des femmes qui ont le niveau et qui vont en World SBK, mais qu'elles y aillent. Mais aujourd'hui, à part Anna et Maria, qui d'autre? Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Est-ce que c'est parce que c'est des ovnis? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui font ce sport et donc il y a globalement un niveau qui est plus bas? Est-ce que ça va évoluer? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Xavier me disait aussi que lui qui a roulé en MotoGP, je lui dis mais pourtant c'est sûrement la personne qui croit le plus en moi, je le disais tout à l'heure, mais je lui disais mais tu crois qu'un jour je pourrais rouler en MotoGP si je m'entraîne? Il m'a dit honnêtement, pas parce que tu seras pas assez bonne, mais juste parce que ces motos ont été développées pour les hommes, donc non. Franchement, Rémi, je pense pas. Sauf si un jour, il y a une catégorie MotoGP féminin où on développe des motos pour les femmes. Là... Et comme tu disais, en plus de ça, on ne sait pas forcément que les femmes, elles peuvent rouler en moto parce que c'est tellement... La communication est tellement tournée autour des hommes et on voit que des hommes rouler. Le fait que ce soit à la télé, qu'il y ait des filles qui roulent à la télé, mais il va y avoir des petites nénettes qui vont se dire « Ah, mais les princesses à moto, ça existe !» Mais c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis en rose, tu vois, que j'ai mis ma moto en rose et que je vais encore continuer cette année pour que... Même si on voit pas nos cheveux dépasser du casque, parce que comme je disais, quand on est un pilote, quand on est sur une moto, on est un pilote et rien d'autre. En fait, ça va juste donner envie à des petites filles de faire pareil. Pourquoi pas de créer des prodiges, tu vois. Enfin, ce serait trop bien. Mais tu vois, c'est drôle parce que tout à l'heure tu parlais d'anecdotes avec ton père. Moi, je me souviens d'un truc comme ça de cheveux qui dépassent du casque. C'était au Mans et il y avait Maria Herrera qui roulait en Moto 3 et je me souviens que je la vois passer dans la courbe de la Dunlop. Et à l'époque, j'étais encore jeune. Enfin, tu vois, c'était mes premières courses avec mon père parce qu'on y va tous les ans. Et je me souviens que j'avais pas regardé qui roulait en Moto 3. Moi, j'étais là, je voulais voir Rossi, tu vois, c'était mon objectif du week-end. Et là, je vois cette moto avec les cheveux qui dépassent et je regarde mon père et je me dis, mais c'est une fille, tu vois. Et mon père, il était en mode, bah ouais, c'est Maria Herrera, elle roule en moto. Et j'étais en mode, ok, c'est ouf. Mais parce que justement, ouais, on n'a pas cette image des nanas qui peuvent rouler, on les voit juste, on les met en mini-jupe sur une grille de départ, tu vois. Bah ça, et puis en fait, finalement, Maria et Anna, c'est tellement exceptionnel ce qu'elles ont fait que c'est devenu des ovnis. Donc en fait, on rend le truc tellement exceptionnel qu'on se dit que c'est pas accessible. Tu vois.
Ouais, c'est clair. Alors, du coup, on a fait un peu le tour de tout ce qui t'attend, tout ce que tu as fait. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que en plus de tout ça, tu as le temps de regarder le MotoGP et le World Superbike? Je peux pas t'en empêcher. Hein. Même quand tu vois, ce week-end, on était sur la route en train de rentrer du Salon de Lyon, ouais, bah, tu le regardes. Y a pas de... Puis même, on était sur le Salon de Lyon et il y avait du monde qui était avec nous. On était sur le stand de Surplus Moto d'ailleurs, avec Valentin et d'autres. Et on a mis le grand écran en grand et on a regardé le MotoGP. Ah, tu peux pas louper ça. On a tous fait ça sur le Salon de Lyon. Et du coup, ma question, c'est, parce qu'on a tous nos préférences, même si on ne le dit pas trop, c'est qui, toi, ton pilote préféré, ton idole dans tout ça, le pilote que tu as envie de suivre, que tu suivais ou que tu as envie de continuer à suivre dans ces catégories, tu vois? Bah, moi, mon idole, c'est Xavier, ça c'est sûr. Mais ça compte pas, c'est de la triche, c'est ton coach. C'est lui qui m'apprend tout, et qui a tout le mérite et qui a fait énormément, qui était champion du monde, donc voilà. Maintenant, il y en a plusieurs des pilotes que je suis. J'ai pas, tu vois, c'est pas comme si j'avais grandi depuis petite avec quelqu'un en tête. Donc il y en a plein que je respecte à donf, que ce soit les Français comme Fabio et Johan, ou que ce soit comme Pedro Acosta qui vient d'arriver, qui est en train de faire un chamboule-tout. Enfin, c'est ouf ce qu'il fait. Ou Marc Marquez, en fait, ils sont tous admirables, plus les uns que les autres. Et moi qui passe beaucoup de temps à Andorre ces derniers temps, parce que Xavier il habite là-bas et que du coup on s'entraîne dans le coin, je me retrouve parfois à la même table que Binder ou que Johan ou Fabio ou Tony Arbolino. En fait, je dis waouh. Petite pression quand même. Ouais, grave, petite pression. Mais bon, tu te tiens à KO, j'ai dit ok, fais bonne impression parce que tu es censé être sur le même paddock qu'eux, donc globalement avoir le même niveau, même si toi tu sais que pas du tout. Et du coup, vu que tu côtoies Xavier, est-ce que l'endurance, ça t'a traversé l'esprit? Grave. Ça te fait trop. Mais il faut que tu viennes faire les 23h60 avec nous alors. En fait, il y a juste un truc que j'ai peur, c'est qu'il y a un truc, c'est que moi à 22h, je dors. Et avant 9h, faut rien me demander, quoi. Donc c'est juste ça qui me fait peur parce que c'est vraiment un défaut. Et j'ai trop peur que pendant... Alors Xav, il me dit, mais non, c'est différent quand t'es sur l'endurance et tout. Tu penses à tout sauf à dormir, en fait. T'es trop dans le jus. Et en même temps, je me dis, mais comment je fais si je suis fatiguée? Parce que moi, même ma mère, elle me lève pas, mais personne me lève, quoi. Franchement, je suis un cochon dans mon lit. Faut pas venir me chercher. Et donc, et c'est ça qui me fait peur. Mais par contre, ça me donne trop envie. Et moi, j'ai dit à Xavier, un jour, on fera un team d'endurance. Tu seras le team manager avec Barry et Lorenz, qui est du coup un autre pilote de Zelos. On fera une endurance ensemble. Ça me traverse l'esprit, ouais. Il faut que tu travailles sur ton niveau de sommeil, en fait, en attendant. Bah, grave. Du coup, pour cette saison, etc., on a fait le tour, un peu, de tout ça. Est-ce que si tu avais un seul message à faire passer, ça serait quoi le message que tu as envie de faire passer là aux gens qui t'écoutent, aux gens qui te découvrent, qui vont découvrir la catégorie, qui vont commencer à suivre ce championnat cette saison, ou qui juste vont te suivre toi parce qu'ils ont envie de suivre ton parcours? Bah, je dirais deux choses. La première, c'est quand même d'être indulgent, parce que mine de rien, c'est ma 2e année, mais que quand même, je suis pas là pour décevoir, que ce soit moi, mes parents ou même les Français, parce que finalement, je représente notre pays aussi. La deuxième, c'est qui tente rien n'a rien. Et je me revois encore il y a 1 an, si j'avais pas pris la ligne de départ, je sais même pas si j'aurais pu arriver. Finalement, j'étais championne de France. Donc, foncez. Et pour toutes les filles ou même les mecs qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait de la moto et qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer, ça se passe sur Engage Sport. Vous chopez une licence, vous vous inscrivez et ça prend franchement 10 minutes, c'est sur Internet. Et allez-y parce que l'adrénaline que ça procure, le sentiment de liberté, c'est incomparable. Et moi qui fais beaucoup de sport extrême, la moto reste ma favorite. Et tu finis championne de France. Exactement. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps de venir à notre micro. Avec grand nous, plaisir. En tout cas, on va suivre attentivement ta saison. On va peut-être même, pour certains, être sur des manches pour venir te voir, donc ça sera très cool. Et on a hâte de voir ce que la saison te réserve. Et moi aussi, c'était un grand plaisir. Et puis j'espère vous croiser tous un jour sur les paddocks.